Rendons-nous avant tout au Forum où le Canadien accueillait les Flames de Calgary pour une deuxième fois cette saison. Montréal avait battu Calgary 2-1 le 18 octobre et le match de ce soir a été aussi serré, le Canadien disposant des Flames 3-2. Une passe de Mats Nestlund prise par Éric Desjardins, amené au premier but de la rencontre. Après avoir reçu le disque du défenseur au centre, Bobby Smith et Mike Keane se retrouvaient dans un 2 contre 1. Résultat, 3e but de Keane cette saison et 600e passe de Smith en carrière. Le spectaculaire a fait partie du premier 20. Ici, Theoren Fleury a fait de la haute voltige, gracieuseté de Mike Keane. Avec Ludwig au cachot, les Flames ont nivelé grâce à Joel Otto, qui, bien placé dans l'enclave, a pris Brian Hayward en défaut avec son 6e, 1-1 après une période. Dès les premiers instants du deuxième tiers-temps, le Canadien a frappé 2 fois en 43 secondes. D'abord, un tir de Bobby Smith à ras la glace du côté le plus éloigné a eu raison de Mike Vernon, un 6e pour Smith cette saison. Puis à 2:36, Andrew Castles, qui donnait ses premiers coups de patin dans la Ligue nationale, après avoir été rappelé hier, a pris le retour de lancer de Christoffoli pour réussir son premier but dans la Ligue nationale. Après avoir fermé les yeux sur quelques infractions, l'arbitre Kerry Fraser en décernait une à Jocelyn Lemieux et Pat Burns était furieux, comme le prouve cette image. Quelques instants plus tard, Doug Gilmour marquait son 11e en faisant dévier un tir d'Al McInnes. Et encore là, Pat Burns en avait long à raconter à l'arbitre Kerry Fraser. 3-2 Montréal après 40 minutes de jeu. À la 5e minute du 3e engagement, Theoren Fleury a atteint Bobby Smith à la bouche avec son bâton à la mise en jeu. Il a été chassé pour 5 minutes pour son geste et du match pour inconduite. Pendant cette pénalité, les Flames ont résisté, le Canadien ne tirant que 2 fois sur Vernon. Par la suite, Calgary a pressé le pas, mais Montréal a su tenir tête à l'adversaire pour l'emporter 3-2. Après la rencontre, nous avons recueilli quelques commentaires, dont ceux d'Andrew Castle, auteur du but vainqueur. I don't think we planned it to be that way, but you know, you take any goal that comes, and you know, it's just great to get the first one over with. Ah oui, je suis très satisfait avec le jeu ce soir. Je crois que notre ligne a mal commencé la saison. J'espère que je peux parler pour Mats et Mike Keane aussi, que notre trio ne jouait pas bien pour les premières 10 parties. Mais depuis quelques semaines, nous avons commencé à marquer des buts. Nous avons des chances chaque soir. Et c'est très satisfaisant de commencer à aider l'équipe. Le Canadien a tiré 26 fois contre les Flames, qui n'ont pas gagné au cours de leurs 6 dernières rencontres. Montréal jouera maintenant mercredi à Philadelphie contre les Flyers. 3-2 Canadiens sur les Flames. Ici Jacques Moreau au Forum de Montréal. Les Jets et les Rangers avaient inauguré leur saison en s'affrontant à Winnipeg le 6 octobre. Les Rangers l'ayant alors emporté 4-1. Les deux mêmes clubs se faisaient face ce soir au Madison Square Garden de New York. Daniel Berthiaume, qui avait blanchi les Flyers samedi, était encore en pleine forme et a réalisé quelques beaux arrêts en première période. C'est lors d'un avantage numérique que les Jets ont marqué le premier filet de la rencontre. Thomas Steen a remis devant Paul Fenton. L'ancien des Rangers marquait son 7e de la saison 1-0 Winnipeg. John Van Beesbrook a gardé les Rangers dans le match en bloquant les 12 tirs des Jets en deuxième période. Impuissants lors de leurs 4 premières supériorités, les Rangers ont nivelé en avantage numérique quand Dave Archibald a fait dévier le tir de Mark Hardy pour son premier but avec les Rangers et 2e de la saison, 1-1 après 40 minutes de jeu. En 3e, après le 14e filet de John Ogrodnik, Brian Mullen s'est échappé et a déjoué Daniel Berthiaume du revers pour son 5e filet de la saison aidé d'Ogrodnik. 2 buts en l'espace d'une 31, 3-1 les Rangers. Mais les Jets ont comblé le déficit. Thomas Steen s'est habilement débarrassé de Brian Leach et a marqué du revers son 5e de la saison, réduisant l'écart à 1 but, 3-2 les Rangers. 1 minute 28 plus tard, autre belle manœuvre de Steen derrière le filet permettant à Pat Ellenuk d'inscrire son 10e de la saison pour niveler la marque 3-3 à 14-09. En prolongation, Steen a failli donner la victoire aux Jets, mais Van Beesbrook a résisté. Un match nul de 3-3 entre les Jets et les Rangers. Les Nordiques de Québec qui recevront les Flames demain ont retourné le gardien recru Stéphane Fiset au Tigre de Victoriaville de la Ligue junior majeure du Québec. En 6 matchs avec les Nordiques, Fiset a subi 5 défaites et inscrit un verdict nul avec une moyenne de buts alloués de 5,96. Sa dernière présence devant le filet des Nordiques remonte à jeudi dernier quand Québec s'était incliné 8-2 à Pittsburgh. Fiset sera de l'alignement des Tigres pour le match de demain contre le Laser à Saint-Hyacinthe. Pour l'instant, Ron Tognott et Sergei Milnikov se partageront la tâche chez les Nordiques. Dar l'invincible, ce soir, minuit 5. Ben, toute comparaison, à mon avis, au départ est boiteuse et certains commencent déjà à dresser un premier bilan de cette transaction Savard et Chelios. Une transaction qui, à mon avis,
profite à peu près aux deux équipes pour diverses raisons quand même. Le Canadien va bien depuis quelque temps, les Hawks de Chicago vont bien, et Michel Baudry avait une première question très précise à poser à Denis Savard. Là, qu'est-ce que ça te fait intérieurement de voir les succès des Blackhawks de Chicago? Oh, écoute, quand j'ai quitté Chicago, j'avais aucun doute dans mon estime qu'ils étaient pour connaître toute une saison cette année. Je suis pas surpris, puis je suis content pour eux autres. Comme j'ai dit, lorsque j'ai quitté Chicago, j'avais aucune rancune contre personne, puis je souhaite le meilleur à toute l'organisation parce que c'est du bon monde. Mais intérieurement, Denis, qu'est-ce que ça te fait de voir les succès que connaît Chris Chelios? Bon, écoute, c'est certain qu'au début de la saison, je regardais l'affiche des Blackhawks puis l'affiche de Chris. Mais à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'arrête de regarder ça parce que ça me faisait mal, la façon que je jouais. Je pensais à ça, puis j'arrive au forum, mais là, il faut jouer un gros match, puis il y a un gros match hier, les Blackhawks ont gagné, il faut gagner. Alors, c'est pas une façon de se préparer pour un match de hockey. Tu dois te préparer en conséquence, de façon à ce que tu viennes de travailler, puis de faire le mieux possible. Puis je pense que c'est de cette façon-là, maintenant que j'entame les matchs. Denis, c'est quoi la grande différence pour toi entre Chicago et Montréal? Bien, ce qui a trait pour le hockey, il y a une grosse différence, il n'y a aucun doute là-dessus. À Chicago, on joue un style, si tu veux, agressif, un style ouvert. Alors, il y a beaucoup de place pour manœuvrer. Ici, à Montréal, les équipes, lorsqu'ils affrontent le Canadien est reconnu pour une équipe qui joue du bon hockey défensivement. Alors, lorsque les équipes viennent ici, les autres, ils se disent, ben, il faut jouer un bon match défensivement parce que le Canadien ne donne pas beaucoup de buts. Mais d'évoluer dans la Ligue nationale pendant 10 ans avec un style et soudainement, comme ça, être obligé de changer de style, c'est pas un peu mélangeant pour toi? Bien, je change mon style parce que l'équipe a un style différent. À Chicago, on n'avait pas de système. On n'avait pas un style ou un système qui nous était donné. On joue au hockey, 2 gars en dedans, un gars à la ligne bleue, 3e homme, puis on faut-checker. C'est de cette façon-là qu'on jouait. Ici, on a un système. Alors, c'est différent, puis je peux t'assurer une chose, le système est formidable, puis je vois pourquoi les Canadiens, c'est l'une des meilleures équipes défensives de la Ligue, puis je vois pourquoi les Canadiens ont gagné beaucoup de Coupe Stanley. Ils jouent pendant 80 matchs de la même façon. Lorsque les séries débutent, c'est de cette façon-là que tu gagnes des matchs de play-off, puis c'est de cette façon-là qu'ils jouent. Si tu veux, Denis, on va s'arrêter un instant. Nous allons faire une pause. Vous suivez le Hockey Molson à TVA. Les grands classiques du hockey avec Serge Savard. J'ai toujours pensé que Scotty Bowman était meilleur instructeur que Don Cherry. Les séries Canadiens-Boston n'ont jamais laissé personne indifférent. C'est des styles d'équipe très différents, une philosophie différente. La philosophie des Bruins de Boston n'a jamais changé. Ça a toujours été la robustesse. Même, on s'est rendu jusqu'à la violence. Et la finesse a toujours sorti gagnant. Quelque chose d'incroyable qui s'est passé dans le forum en 1979, que tout le monde se rappelle, où Boston s'est fait prendre avec 6 hommes sur la patinoire à quelques minutes de la fin d'un match. Et on peut dire que Don Cherry est venu peut-être à 2 minutes près de boire dans la fameuse Coupe Stanley. Et ça restera un classique dans les annales de records de la Ligue nationale. Le plus triplant des hamburgers au fromage est de retour. Le triple fromage Harvey's, un délicieux hamburger cuit sur le grill et garni à votre goût, le tout rehaussé pour un temps limité de cheddar suisse et Monterey Jack. Ajoutez-y un savoureux, un rafraîchissant Coke Diet format moyen et nous vous remettrons ce nouveau gobelet de collection. On ne peut plus tordant. Tout cela pour seulement 3,39 $ et seulement chez Harvey's. Ah oui, tu connais mes goûts. Le réservoir est bourré d'arsenic. Quoi? Je ne m'y connais pas plus en arsenic que vous. Ah oui? Vous en êtes sûr? Ou est-ce que par hasard... Ça arrive maintenant, juste avant la vente. Pour des dénouements des plus inattendus, suivez Les Héritiers du Rêve, lundi 20h. Chaque semaine, j'ai le plaisir d'animer les tirages de la populaire roue de fortune. Les lundis et mardis, dans le cadre de l'émission de Bonne Humeur, l'incroyable roue de fortune fait des gagnants. Une tonne de gagnants. Soyez au rendez-vous. Faut appeler un médecin! Hey, je suis médecin. Il n'a que 16 ans et déjà, il pratique la médecine. Wow, Dougie! Salut, poupée. Vous êtes sérieux?
Un cours d'éducation sexuelle. Dr. Doogie, une comédie qui réussit à être drôle et touchante à la fois. Et pour votre tranquillité à tous les deux, je crois que tu devrais aller lui parler avant l'opération. Vous pourriez peut-être faire la paix. Ouais, t'as raison. Merci de ton conseil. Dr. Doogie, à prendre tous les dimanches à 18h30. Cette passion pour les courses, les chevaux de course, ça vient d'où? Bien, ça a débuté lorsque j'étais dans les rangs juniors, à l'âge de 16-17 ans. Un de mes copains m'a ramené là une journée, puis c'est de cette façon-là que j'avais débuté. J'ai acheté mon premier cheval après ma première année professionnelle. Je suis revenu à Montréal durant l'été, puis on avait décidé ensemble de s'acheter un cheval qui, au nom de la Mister, il avait gagné pas loin de 10 courses en 5 mois. En ce moment, j'en ai 2. T'en as 2. C'est une copropriété avec Bob Pulford, ton ancien patron à Chicago? Oui, avec les propriétaires des Blackhawks, M. Wirtz, Bob Pulford et Jim Pappen, qui étaient anciens joueurs des Blackhawks, qui jouaient les Maple Leafs de Toronto aussi. Tu as encore beaucoup d'amis à Chicago. Est-ce que tu communiques encore avec eux? Non, il n'y a aucun doute. T'oublies pas, surtout quand tu passes du temps comme j'ai passé à Chicago pendant 10 ans, puis durant les étés, les 6 dernières années, j'ai resté là. Alors, je me suis fait beaucoup d'amis. J'ai probablement 3 ou 4 couples d'amis qu'on fréquentait régulièrement durant l'hiver, puis naturellement les coéquipiers. On garde tout le temps contact, puis c'est certain que durant l'été, on va aller passer du temps là. Il y a Tania, ta fille, qui est arrivée dans ta vie. Qu'est-ce que ça a changé, en gros, dans ta vie? Oh, ça a changé beaucoup, aucun doute là-dessus. Je pense que tu essaies tout le temps de rester la même personne que tu es, mais ça t'apporte beaucoup plus de responsabilités. Puis, écoute, quand tu es père d'un enfant, bien, tu dois passer du temps avec. Puis, c'est ça que je fais le plus possible. Surtout durant la saison estivale, c'est plus difficile parce que on est sur la route pas mal. Alors, lorsque on est à la maison, bien, j'essaie de l'amener avec moi ou bien passer beaucoup de temps avec. Et dans ta carrière, quelle est cette soirée, Denis, que tu n'oublieras jamais? Oui, il y en a beaucoup que je vais oublier, puis il y en a beaucoup que je ne veux pas oublier, mais celle que je n'oublierai peut-être jamais, sûrement, c'était mon meilleur match que j'ai disputé le 8 novembre 87 contre les North Stars du Minnesota, lorsque j'avais compté 3 buts, 3 passes. Tania a été née le 6 novembre 87, puis 2 jours plus tard, j'avais presque pas dormi. On a joué contre les North Stars au Chicago Stadium, puis j'avais connu... C'était un match. Une chose que je peux faire remarquer, c'est que ça fait 2 ans que j'ai pas eu le plaisir que j'ai cette année. Malgré mes difficultés, je peux te dire que je viens à chaque pratique donner mon maximum, puis j'aime ça. J'ai du plaisir, puis c'est de cette façon-là que je suis dans le vestiaire, puis sur la patinoire. J'essaie d'être le plus relax possible, puis c'est à certains moments donnés que je manque de confiance, puis je suis certain que c'est une question de temps que je peux regagner ma confiance que j'ai tout le temps eue, puis un coup que je vais avoir ça, mais je vais être le joueur que j'étais. Vous écoutez le hockey Molson au réseau TVA. C'est pas de la gourmandise, mais le matin, j'ai toujours faim. C'est parce que... Tu es en pleine croissance. C'est ça. Et t'es bien contente quand tu manges un petit gruyot Quaker prêt à servir. C'est parce que... C'est nourrissant. C'est tellement bon. C'est bon. Le gruau Quaker prêt à servir. L'habitude qui se prend bien. La vie en couleur. Est-ce que vous aimez les sensations fortes? Maman! Pourquoi j'ai écouté ça? Ça me tente plus! On est prêts? Un peu bizarre, jamais banal et toujours passionnant. Quand vous réalisez vos rêves, il faut s'attendre à tout. Soyez témoin de 1000 fantaisies, vivez l'émotion et l'excitation. Ne manquez pas La vie en couleur, vendredi, 20h. C'est incroyable! Avec une belle coupe de cheveux. On se sent bien, hein? Mais avec la couleur qu'on aime, on se sent bien mieux. La couleur Nice and Easy. Vous choisissez votre nuance, un peu plus pâle, un peu plus foncé. Vous faites un shampoing, puis ça y est. C'est une sensation revitalisante. C'est vous et en même temps, c'est mieux. C'est ça, la différence Nice and Easy.
C'est vous en mieux. CFTM vous donne le choix. CFTM vit à l'heure de l'interactivité. Oui, et désormais, plusieurs émissions sont diffusées en mode interactif. C'est le cas de Salut Bonjour, Charivari, Fais-moi un dessin, L'heure juste, le match de la vie, le TVA Édition Montréal et le Hockey Molson à TVA. Alors, optez pour le reportage qui vous fascine le plus. Choisissez le degré de difficulté de votre jeu favori ou encore, voyez le tricolore sous un nouvel angle. À vous de décider, car à CFTM, c'est la vie en interactif. À l'affiche des vendredis dans un cinéma Cinéplex Odéon près de chez vous. Les Islanders de New York mènent donc 2-0 après une période de jeu. D'abord, le 9e but de Ray Ferraro. On verra King qui va se donner la passe à Ferraro et qui se présente jusqu'à Roy. Intouché. Intouché. Un but survenu en début de match à 1:41. Et ensuite, celui qui allait donner l'avance 2-0 aux Islanders de New York, le 14e de la saison de Pat Flatley. Encore une fois, c'est un beau jeu de King et Sutter. On file la rondelle devant le filet à Flatley. Personne pour le surveiller à 17:37. Un but marqué en avantage numérique. Ça aurait pu presque être 3-0. On verra Ricky qui va décocher un tir de la ligne bleue qui va frapper d'abord Dufresne, Roy et le poteau. Alors, peu s'en fallu pour que les Islanders mènent 3-0. Mais c'est 2-0 après une période. Pour la deuxième période, on trouve tout de suite Richard Garneau et Bertrand Raymond. Alors, deuxième période qui va commencer à l'instant pour les Canadiens. Les défenseurs sont Daigneault et Desjardins. C'est Courtnall qui est à droite, Carbonneau au centre et Mike McPhee à gauche. Contre Pat Lafontaine au centre. Brad Lauer est à droite et à gauche, c'est Bill Berg. Et les défenseurs sont Nyland et Pilon. Voilà un tir bloqué par Roy dès le début de cette deuxième période, après seulement 6 secondes. Carbonneau la passe à Courtnall. Courtnall, c'est pour McPhee. McPhee attendu par Pilon qui le contre. Et là, c'est Carbonneau qui a tenté de soutirer le disque au gardien Jeff Hackett, mais ça n'a pas marché. Bill Berg, le numéro 4 qui joue à l'attaque. C'est rare qu'on voit un numéro 4, un attaquant qui porte ce numéro-là. Habituellement, c'est réservé aux défenseurs. Et ce Berg qui a 4 buts depuis le début de la saison. Voilà Desjardins maintenant. La passe à Daigneault. Par la bande, ça ira jusqu'à Courtnall. Les défenseurs chez les Islanders maintenant sont Ludwig et Norton. Et le trio est celui de King, Flatley qui a participé aux 2 buts de son équipe. Là, c'est King maintenant. Plaqué par McPhee, passe devant le filet, intercepté par Desjardins. De Carbonneau à Richer, mais c'était derrière lui. Il se semble ce soir qu'on se spécialise dans les passes derrière Richer. Richer qui n'a pas encore réussi à se manifester jusqu'à maintenant, depuis le début de ce match. Oh, une passe devant qui a effleuré le bâton de Daigneault. La rondelle qui se rend jusqu'à Ludwig. La passe était destinée à Flatley. C'était au-dessus de son bâton. C'est repris par Norton qui perd à Carbonneau. Tout de suite, le relais à McPhee. À Richer. Richer la feinte devant le gardien. Et c'est finalement le défenseur, c'est Ludwig qui est venu harponner le disque et qui l'a fait perdre à Richer. Richer qui est là en compagnie de Gilchrist et de Savard. Contre le trio de Wood. Et on fait des changements justement chez les Islanders. C'est Volak qui s'amène sur la patinoire. De même que Pat Lafontaine. Lafontaine qui joue sur 2 trios. Oui, Richer avait fait une belle manœuvre pour se rendre jusqu'au gardien. Et le gars qui était devant lui, Ludwig, le connaît bien. Et avec, comme tu l'as dit, il l'a harponné pour lui faire perdre le disque. Il a bloqué la... Moi, c'était un début de lancer. Richer n'a pas eu le temps vraiment d'y aller à fond de train, mais Ludwig a fait le jeu qui est vraiment venu à la rescousse de son gardien. Il a connu sa part de difficulté au début de la saison, Ludwig, parce qu'il s'est présenté au camp d'entraînement avec un très bon surplus de poids. On dit qu'Allarbourg a travaillé là-dessus et que maintenant il est plus efficace parce que plus léger. Mais dans son cas, léger, c'est un grand mot. Là, c'est Corson, attendu par Rickey, qui lui fait perdre la rondelle, reprise par Svoboda. Svoboda, ça passe à effleurer un bâton. Skrudlund qui a récupéré, a remis à Corson, à Keane. De nouveau à Skrudlund.
à Mike Keane. Là, c'est pour Corson, retenu par Lafontaine. Sklodin qui va chercher la rondelle dans le coin droit. La remet derrière à Svoboda. Voilà son tir, bloqué facilement par Jeff Hackett qui ne donne pas de retour. Donc, c'est l'arrêt du jeu avec 17 minutes 34 à faire au deuxième tiers. Les Islanders mènent 2-0. Être ensemble, c'est avoir du bon temps, explorer le plaisir du moment. Oh, 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 oui, ensemble, on sait se délasser, on adore faire durer nos soirées. Tous ensemble. C'est ici, c'est aujourd'hui. La Light de Miller. Passez à l'ère Light. Alors, Al Harbour, jusqu'à maintenant, qui a raison d'être satisfait du travail de son équipe. On sait que Pat Burns, lui, l'est un peu moins. D'ailleurs, Bertrand, tu me disais qu'il avait quitté la patinoire 2 secondes avant la fin de la première, furieux. Je suis certain qu'il a passé un message. On va voir si ça va porter fruit. Svoboda en compagnie de Odola, le trio, toujours Keane, Corson et Skrudlin. Contre Volek, Wood et Lafontaine. Odeline, la passe à Skrudlin au-dessus de son bâton. Attendu par McBean qui le contre. Là, c'est Keane qui tente de remettre devant à Corson. Ça a été intercepté par Joe Rickey. Skrudlin aux prises avec Rickey derrière le filet des Islanders. Il y a également Keane qui est là, de même que McBean. Là, on ne réussit pas à faire un mètre. Lafontaine décide d'intervenir pour plaquer Corson. Corson qui est sorti avec la rondelle, mais tout de suite collé contre la rampe. Et bien là, il ne se passe pas grand-chose. Évidemment, la rondelle est toujours en jeu, donc l'arbitre ne siffle pas. Il s'est écoulé pendant plusieurs secondes pendant cette séquence où on n'a pas vu grand spectacle. Et voilà un dégagement jusqu'à Patrick Roy. 16 minutes 15 secondes à faire en deuxième. Et les Islanders qui mènent 2-0. Voilà Denis Savard, la passe derrière à Corson. Son tir a effleuré le bâton de pilon. Savard qui a tenté de reprendre, mais c'est Rickey qui l'a précédé sur la rondelle. La passe interceptée par Rickey. Dégagement qui a été raté. Voilà Richer qui a tenté de déjouer Pilon. L'avait déjoué, mais la rondelle qui, à la toute dernière seconde, a touché le patin de Pilon. Richer maintenant. Arrêté par Ferraro, c'est Vukota qui reprend. Voilà un dégagement qui sera refusé aux Islanders dès que Odoline touchera la rondelle. Voilà qui est fait. Donc on va revenir dans le territoire des Islanders. Ah, là c'est Odoline qui... Et Chisowski encore. Là c'est Odoline qui l'a un petit peu cherché. Je ne sais pas ce que Chisowski a fait. Et là c'est Vukota qui veut s'en prendre à Odoline. Ben là ça va être un combat pour hommes s'ils se rejoignent ces deux-là. Mais l'arbitre et un juge de ligne, Bonnet et l'arbitre Megou, sont intervenus rapidement et ont évité que les choses ne s'enveniment. Fort heureusement d'ailleurs. Mais Chisowski a mangé de la vache enragée ce soir. Et ce que fait l'arbitre Megou à l'heure actuelle avec Odoline, les arbitres ne sont pas censés faire ça. On va voir ça à certaines occasions chez des arbitres qui manquent d'expérience. D'accord, il a limité les dégâts en sautant sur Odoline, mais c'est pas à lui à faire ça. Lui, il doit regarder ce qui se passe de façon à pouvoir décerner les pénalités ensuite. Sans aucun doute. Mais dans ce cas-ci, je pense que son intervention a empêché... Parce qu'il est allé à la rescousse de son juge de ligne. Je ne sais pas où était l'autre juge de ligne, en fait. Chose qui est sûre et certaine, Megou est allé au-delà de son mandat. Oui. Alors, les deux joueurs, évidemment, qui sont chassés. Comme il n'y a pas eu de coup d'échanger, j'imagine que ce sera 2 minutes dans les deux cas, à moins que l'arbitre leur ait donné un avertissement. Et tout ça avait commencé avec Chisowski, Bertrand. Oui, j'ai l'impression qu'Odoline va avoir une double mineure, puis Chisowski et Vukota, oui, une mineure chacune. Ce qui voudrait dire que malgré son implication, Megou aurait vu ce qui s'est passé. Oui, au tableau indicateur, il n'y a rien du tout pour le moment. C'est donc signe qu'on a égalisé tout ça. Alors, Chisowski, Bertrand, je pense que tu as raison, 2 minutes. Vukota, 2 minutes. Et Odoline, lui, 4 minutes. Et on va reprendre à la gauche du filet de Jeff Hackett. Pour les Canadiens, les arrières sont Dufresne et Schneider. Et le trio de Richer, Savard et Gilchrist. Contre celui de Sutter, Berg
Et aussi le troisième attaquant chez les Islanders, Brad Lauer. Quand je parlais du manque d'expérience de McGough, il avait 31 parties dans la Ligue nationale avant le début de cette saison. Là, c'est Schneider, la passe à Savard. Savard qui se présente devant Gary Nyland. Savard qui revient, offre la passe, c'était pour Richer qui n'a plus touché à la rondelle. Voilà Dufresne, son tir a été bloqué par la glissade de Nyland. Il y aura pénalité aux Islanders dès qu'ils toucheront à la rondelle. Voilà qui est fait. Pénalité donc aux Islanders. Et ce match entre les Islanders et les Canadiens se poursuit dans un instant au réseau TVA. Une année de plus est passée et les sondages continuent de le prouver. Castel Mercury demeure la maison numéro 1 du service au Québec. Notre département de service est ouvert 20 heures par jour. En plus, 50 voitures de courtoisie. Ça, c'est du service. Ça, c'est mon grand-papa. Verdun, La Salle, Lachine, Centre-Ville. Votre concessionnaire, c'est Oval Lincoln Mercury. Oval, votre assurance de satisfaction. Alors, c'est Pilon qui a écopé de cette pénalité-là et il commence à avoir du monde au banc des pénalités du côté des Islanders. On va revoir l'infraction, je pense. Oui, il a fait pirouetter un joueur du Canadien devant le filet. Pilon a failli, sa carrière a failli prendre fin l'an passé. Très sérieuse blessure à un œil. Il avait reçu une rondelle, un lancer frappé. Il a manqué les 66 derniers matchs de la saison. C'est un joueur qui affectionne le jeu robuste. Là, c'est Desjardins. Voilà son tir. Il a raté le point droit. Retour à Schneider. Mise en échec par Volek. Pour les Canadiens, donc, il y a Courtnall, Brunet, qu'on n'a pas vu tellement souvent depuis le début de ce match. Il y a aussi Lebeau, Schneider et Desjardins. Voilà Schneider. Son tir est bloqué par Hackett. La rondelle est toujours en jeu. Là, c'est Sutter qui est venu mettre Brunet en échec. Et c'est finalement Hackett qui a eu le dernier mot. 1 minute 25 encore à la pénalité à Pilon. C'était une des rares présences de Benoît Brunet aussi dans la mêlée ce soir. Brunet qui remplace Cassel. Et c'est aussi l'une des rares fois où le Canadien est menaçant également. Là, c'est Brent Sutter qui est venu sauver la situation alors que Brunet menaçait le gardien. Sutter est venu lui faire un plongeon. Si les Islanders veulent limiter les dégâts, il va falloir qu'ils continuent à frapper de cette façon-là devant leur filet. Alors, 12 tirs au but de chaque côté. Ce sera Lebeau devant Lafontaine à la mise en jeu. C'est gagné par Lebeau. Ça va de Desjardins à Schneider à Courtnall. Derrière à Schneider. Voilà son tir, bloqué en défense. Le retour à Courtnall. Encore 1 minute 10 à la pénalité aux Islanders. Schneider, le tir est but! Un très beau tir dans le coin gauche. But marqué en supériorité numérique. Oui, il y a longtemps qu'on pense que Mathieu Schneider pourrait devenir un très bon joueur de pointe chez le Canadien. Son lancer est toujours assez précis, bas, et c'est très difficile pour un gardien de but d'effectuer un arrêt comme celui-là. Et si Schneider pouvait être un peu plus menaçant en attaque, il garderait sa place sur tous les avantages numériques puisque c'est la faiblesse du Canadien. Là, il jouait du côté où on utilise Svoboda. Et il a reçu une belle passe de Courtnall avant de décocher ce tir. C'est son 7e but, Richard. Et quand les Islanders ont visité le Canadien plus tôt cette saison, il avait marqué 2 buts dans ce match-là. Et c'est le défenseur qui a le plus de buts chez les Canadiens. C'est un de plus que Éric Desjardins. Voilà, c'est Volek, il est rapide. S'amène du côté gauche, rejoint par Desjardins. Et finalement choisit de tirer derrière le filet de Patrick Roy. Desjardins qui a évité la mise en échec de Randy Wood. Desjardins poursuivi par Wood. La passe à Daigneault. Daigneault à McPhee. McPhee en compagnie de Carbonneau et Courtnall. La passe à Courtnall. Voilà son tir. Bel arrêt. Un beau tir de Ross Courtnall. Il visait le côté gauche. Il n'y avait pas beaucoup d'espace. Et Hackett a fait un très bel arrêt là-dessus. Les Islanders mènent 2-1 avec maintenant 13 minutes 32 à faire au deuxième tiers. Courtnall, ou plutôt Svoboda à Daigneault. Un dégagement jusqu'à Carbonneau posté au centre de la patinoire. Carbonneau qui s'amène en plein centre. Son tir a touché un bâton.
Là, c'est Hackett qui pousse la rondelle dans le coin droit jusqu'à Randy Wood, qui la remet tout de suite à Brent Sutter. Sutter en compagnie de Volek, la passe à Volek. Voilà son tir, il a touché le poteau. Autre tir, arrêté en défense. Un tir qui vient de Craig Ludwig. Ludwig qui n'a pas encore marqué de but cette saison. D'ailleurs, il n'a jamais été reconnu comme étant un très, très grand marqueur. Et là, c'est Carbonneau qui a partiellement raté sa mise en échec contre Pat Flatley. La passe va de Svoboda à Schneider, poursuivi par Sutter. Le relais à Carbonneau. Keane est sur la patinoire, de même que Corson. Carbonneau sera remplacé dès qu'il en aura la chance par Brian Scruden. Voilà qui est fait maintenant sur cette attaque de Derek King. Derrière, c'était pour Flatley. Là, il y a eu collision entre Flatley et Schneider. C'est Schneider qui a subi le plus fort du choc. Scruden à Keane. Keane qui s'approche et finalement, c'est le beau jeu de Jeff Norton en défensive qui l'a empêché de décocher un tir au but. Une passe qui était derrière Sutter. Sutter qui était d'ailleurs épuisé, qui retourne immédiatement au banc. Remplacé par Parks. Greg Parks. Il a joué 17 matchs depuis le début de la saison. C'est donc son 18e. Il a réussi un but seulement. Là, c'est Corson qui perd à Norton. Sortie maintenant de Brad Lauer. La passe à Berg. Berg pour Lauer. C'est intercepté par Mike Keane. Un beau repli. Berg maintenant aux prises avec Daigneault. Il y a également Scruden qui est là, de même que Parks. Le dégagement de Scruden annulé. Et là, c'est un tir qui a été raté par Brad Lauer, tir qu'il a décoché en pivotant. De Berg à Lauer. Lauer mise en échec par Scruden. Et c'est Berg maintenant qui a la rondelle. Ben voilà, Pilon qui donne du mal aux Canadiens. Pilon, la fin qui a fait glisser Keane sur la patinoire et les Islanders qui poursuivent leur attaque. Là. Passe devant le filet, la rondelle a effleuré un bâton pour aller jusqu'à Gary Nyland. La passe devant. Et c'est une séquence qui, j'allais dire, aurait pu coûter cher aux Canadiens, mais Roy, dès qu'il en a la chance, qui immobilise le disque avec 11 minutes 7 à faire en deuxième. Les Islanders mènent 2-1. Tu y as toujours cru, tu l'as toujours su. Le numéro 18, Denis Savard. Ce feeling que t'avais, c'est plus fort que jamais. C'est le feeling du rêve. Coca-Cola classique, c'est toujours le vrai. On va revoir l'arrêt de Jeff Hackett sur Court Nord, du bout des doigts. Et Hackett, c'est un gardien qui a profité du départ de Kelly Hrudey. En fait, il a disputé son premier match dans la Ligue nationale le jour où les Islanders ont échangé Kelly Hrudey aux Kings de Los Angeles. Carbonneau devant Lafontaine. Voilà un tir dès la mise en jeu, un tir de Randy Wood. McPhee en compagnie de Courtnall. La passe à Courtnall se présente devant McBean qui le force à retraiter. Courtnall toujours en possession du disque, le perd à Lafontaine. Et voilà un dégagement. Mais quel match il joue ce Courtnall ce soir? Depuis 2 ou 3 parties, c'est le joueur le plus menaçant du Canadien. De loin. Très impliqué en plus. Et ce qui ne gâte rien, c'est un joueur spectaculaire qui donne toujours un bon spectacle grâce à sa vitesse. Et là, Schneider, un tir qui a touché un bâton. La rondelle tombe chez les spectateurs. 10 minutes 36 à faire en deuxième. Les Islanders mènent 2-1. On aimerait sans doute que Mike McPhee marque davantage, mais ça a toujours été un attaquant qui a marqué des buts par séquence. Il peut marquer pendant 4 ou 5 parties, même aller jusqu'à une dizaine de parties, puis ensuite être un mois sans marquer des buts. Mais lui, même quand il ne marque pas, il trouve le moyen d'être utile. Et il a manqué, disons-le, 16 matchs cette année à cause d'une douloureuse blessure à l'aine. Et il est venu très près d'être opéré. Il est très rare qu'on voit un McPhee en santé jouer un mauvais match. Que ce soit ici au Forum ou quelle que soit la patinoire dans la Ligue nationale. Il a marqué quelques-uns de ses buts les plus importants en carrière au Garden de Boston. Il y a eu légère confusion devant le filet des Canadiens. Ça se poursuit. Voilà pourquoi Roy, avec raison, intervient et on reprendra à sa droite.
10 minutes 15 à faire en deuxième. Les Islanders mènent 2-1. En entrant, je le savais. Ils voulaient voir si j'étais assez bon pour eux. Si j'avais vraiment du cœur au ventre. Ils se sont rendus compte que j'avais l'esprit combatif, puis que je faisais pas les choses à moitié. Je voulais surtout leur prouver que j'étais vraiment de taille pour être comme eux autres. Un vrai. Molson, salut les vrais. Alors, Jacques Laperrière, un bonhomme dont on parle peut-être pas assez souvent, extrêmement utile, toujours fiable. D'ailleurs, c'est remarquable, Bertrand, tous les défenseurs et les jeunes défenseurs des Canadiens parlent avec beaucoup de respect de Jacques Laperrière. C'est très, très rare qu'on va voir un joueur, même un attaquant, partir de Montréal sans les saluer Laperrière. C'est un tir de Norton qui a été bloqué par Roy. Svoboda qui a perdu son casque protecteur. Le rondelle qui va à King. Et ça a été raté par Craig Ludwig. Et on se retrouve dans le territoire des Islanders. Une passe qui va de Norton à King. King qui est poursuivi par Gilchrist. Le relais à Ferraro. Vers Flatley maintenant. Flatley, son tir a touché Daigneault. King, la passe était pour Ferraro. La passe devant Norton. Oh, il n'a pu décocher un tir au but. Il a été rejoint par Denis Savard. C'est Richer qui a raté la rondelle au centre de la patinoire. Maintenant, Gilchrist qui l'a capté, attendu par King. Qui lui a fait perdre le 10, repris par Norton. King en compagnie de Ferraro et de Flatley. On a demandé des changements chez les Islanders. Savard qui remet à Chorsky. Chorsky rejoint par Pilon. Et là, il y a eu une triple chute devant le filet des Islanders. Il y avait les Nyland, Wood et Brunet qui étaient là. Passe qui va à Wood. 8 minutes 52 à faire en deuxième période. L'écart est d'un seul but. Les Islanders qui mènent 2-1. Le seul but des Canadiens réussi par Mathieu Schneider. Les Canadiens qui vont pouvoir se reposer jusqu'à samedi. Il y a 2 matchs en fin de semaine par ailleurs, samedi et dimanche, pour une deuxième fin de semaine consécutive. Oui, le Canadien qui est sur une séquence de 5 matchs à domicile. Là, c'est Desjardins, un tir derrière Hackett par la bande. Hackett, la passe est pour Norton. Norton rejoint par Lebeau, à Brunet, à Desjardins. Voilà son tir. Et la rondelle qui effleure un bâton pour tomber chez les spectateurs. Donc, c'est l'arrêt du jeu. Les Islanders mènent 2-1 avec 8 minutes 17 à faire en deuxième. Je suis malade, complètement malade. La maladie, l'usure des pièces d'origine. Le traitement, les pièces Motomaster. Les pièces de rechange les plus vendues au Canada, offertes chez Canadian Tire. Pour démarrer le matin, les Canadiens choisissent plus souvent les batteries Motomaster que les Die Hard, les Delco ou même ceux-ci. Motomaster, la marque de batterie de rechange la plus vendue au Canada. Motomaster, du solide solidement garanti, vendu chez Canadian Tire. Alors, on aperçoit le petit drapeau américain qu'on a greffé au casque protecteur des joueurs des Islanders. Il y a quelques équipes américaines qui portent ce drapeau pour souligner, en signe d'appui pour les soldats américains qui sont dans le golfe Persique. Ce qui est à espérer au bout du compte, c'est qu'on supporte la paix et non pas la guerre. Je veux dire que la journée d'aujourd'hui n'a pas tellement été encourageante sur ce plan-là. Non. Descente de Lauer. Roy qui sort de son filet, mais il a failli remettre à Lauer. Là, c'est Schneider. Une rondelle qui était dans les airs. Chorsky la cherchait. Là, c'est Lebeau aux prises avec Berg. Et là, Parks qui perd la rondelle à Schneider. Et ça va de Brunet maintenant à Lebeau. Lebeau, un tir dans le coin droit. Rondelle reprise par Berg. Berg la passe à Parks. À McBean, maintenant, qui est venu appuyer l'attaque. McBean, mise en échec par Schneider. Lauer, mise en échec à son tour par Dufresne. Et là, c'est Parks derrière à McBean. Voilà son tir au bloqué du bout de la jambière par Patrick Roy. Descente de Lebeau qui remet à Corson. Corson attendu par Rickey. D'une seule main, la passe devant. Oh! Et Chorsky qui a réussi à effleurer la rondelle.
Et le gardien Hackett qui veillait au grain et qui a réussi à immobiliser. C'est venu très près. Les Islanders comptent beaucoup sur Hackett. On va revoir cette séquence. En fait, Chorsky passait devant le filet et la rondelle semble avoir tout simplement ricoché sur lui après avoir touché un bâton. Je vais dire qu'à Hackett, l'an dernier, la filiale des Islanders a remporté le championnat, la Coupe Calder dans la Ligue américaine. Et Hackett a été nommé le joueur le plus utile à son équipe durant les séries éliminatoires. Alors, c'est pour ça qu'il est à New York cette année. En tout On cas, a vu la fiche de Corson, seulement 3 buts à l'étranger. C'est là la grosse déception. Skrudin devant Lafontaine pour cette mise en jeu. Skrudin toujours avec Keane et Corson. Les arrières sont Svoboda et Desjardins chez les Canadiens. Lafontaine, lui, est en compagnie de Volek et de Randy Wood. Et Craig Ludwig et Jeff Norton sont les arrières. Desjardins qui reçoit la rondelle à la mise en jeu, gagnée par les Canadiens. Veut remettre à Skrudin qui est mise en échec par Lafontaine. Là, c'est un tir de Keane qui a touché le bâton de Ludwig. Ludwig mise en échec par Keane. Lafontaine également est là. Skrudin qui décide d'intervenir également. On bataille à 4 et la rondelle qui reste entre les 4 joueurs. Finalement, Hackett dit moi j'en ai assez et décide d'immobiliser et on recommencera à sa droite. Les admirateurs de Pat Lafontaine n'ont pas oublié sa dernière saison à Verdun. Il avait marqué 104 buts en 70 parties. Eh bien, je viens de trouver quelqu'un qui a fait mieux encore. Son nouveau coéquipier, Ray Ferraro, à sa dernière saison dans le hockey junior dans l'ouest du pays, à Brandon, en avait marqué 108. Et je pense cette année-là qu'il avait quelque chose comme une trentaine de tours du chapeau, Ferraro. Mais à Verdun, il était très, très populaire, et même sur tout le territoire du Québec, Pat Lafontaine. Non seulement parce que c'est un excellent joueur, Bertrand, mais c'est que c'est aussi un athlète extrêmement sympathique, toujours souriant, toujours prêt à rendre service à tout le monde. Je le voyais avant le match de ce soir à la porte du vestiaire des Islanders, donner des entrevues à tout le monde, dont une à ton collègue Pierre Durocher. Je peux te dire que si le hasard avait voulu que le Canadien le repêche, il serait venu jouer dans cet uniforme tricolore avec joie. Il a beaucoup apprécié son séjour ici à Montréal. Il a gardé un très bon souvenir. Donc, c'est l'arrêt du jeu. Ce match entre les Islanders et les Canadiens se poursuit dans un instant au réseau TVA. Police fédérale LA. Le souffle de la fraude. Le trafic du pouvoir. Le baiser de la mort. Je vais épingler Masters par n'importe quel moyen. Pas de place pour la peur et pour les faibles. Faire régner sa loi est devenu une guerre personnelle obsédante. Je veux mes diphtongues, Jeff. Pour moi, c'est malsain qui circule en ce moment. L'action soudée au trip, il s'acharne. Ciné Extra présente Police fédérale LA, samedi 20h. Alors, au cours de notre deuxième entracte, Pierre Trudel aura comme invité Bertrand Raymond. Bertrand qui va parler de Gerald Dedock. Il y aura également Jean-Paul Chartrand qui va nous donner les résultats des matchs à l'étranger et nous en donner aussi les sommaires. Une rondelle qui tombe dans la foule. 6 minutes 21 secondes maintenant à faire en deuxième période pendant qu'on aperçoit Joe Rickey. Il y a quelque chose de particulier, Joe Rickey. Premièrement, on sait qu'il a joué à Buffalo. Il a été repêché 2 fois, ce gars-là. C'est pas fréquent que ça arrive dans la Ligue nationale. Il a d'abord été repêché en 1983 par les Whalers d'Hartford qui, eux, ne lui ont jamais offert de contrat. Alors, 2 ans plus tard, Buffalo l'a repêché à son tour. Et il se retrouve avec les Islanders et il connaît une bonne saison. Oui. Ça, c'est lui, Rickey. Ça passe à effleurer le bâton de Wood. Skrudin, un dégagement annulé par Lauer. Là, c'est Ferraro qui a été mis en échec par Dufresne. Svoboda la passe à Odeline. De Odeline à Corson à Skrudin. Skrudin qui veut faire une autre passe. La rondelle lui est revenue. Maintenant, c'est complété à Corson qui a Volek là, qui n'a pas lâché prise. En fait, il a dû l'entraîner sur son dos pendant une bonne distance. Corson qui vient en collision avec Volek. C'est Volek qui a croulé sur la patinoire. Un tir derrière le filet de Patrick Roy. Corson, la passe à Savard. Savard devant Ludwig. Voilà son tir au fin. Beau tir, il visait le coin droit, mais Jeff Hackett qui a fait l'arrêt
Daigneault qui rate complètement son tir. Ça a été bloqué par le défenseur McBean qui avait fait une chute à Savard. Voilà pourquoi il y a certains spectateurs qui ont protesté, mais il n'y aura pas de pénalité là-dessus. C'est maintenant Berg qui est plaqué par Richer. Richer qui déjoue Parks. La passe à Gilchrist. Gilchrist par la bande. La rondelle qui va jusqu'à Daigneault, arrêtée par Lauer. Maintenant, c'est un tir de Gilchrist au-dessus de la cible. Savard qui reprend derrière le filet. Passe devant. Et Hackett qui a fait dévier la rondelle jusqu'à son coéquipier Lauer. Dégagement qui va jusqu'à Desjardins dans le territoire des Canadiens. Ce sont deux jeunes joueurs, Parks et Berg, extrêmement rapides et qui ont connu de très bons moments ce soir à l'attaque contre les Canadiens. McPhee aux prises avec Norton. Là maintenant c'est Richer qui a perdu Parks. La passe à Berg. Le tir de Berg à la gauche de Patrick Roy. Dufresne qui va plaquer Brad Lauer. 4 minutes 10 à faire au deuxième tiers-temps. Les Islanders qui mènent toujours 2-1. Voilà un tir de King, mais King qui s'est fait mal là-dessus. 4 minutes 7 à faire en deuxième. Islanders 2, Canadiens 1. Tu y as toujours cru, tu l'as toujours su. Le numéro 18, Denis Savard. Ce feeling que t'avais, c'est plus fort que jamais. C'est le feeling du vrai. Coca-Cola classique, c'est toujours le vrai. Alors, on enchaîne avec la pause commerciale avec Denis Savard. On va voir son dernier tir. Pas été chanceux là-dessus. Hackett a repoussé ça du bout de la jambière. Il est temps que la chance le favorise, Savard, parce qu'au cours des derniers matchs, il a vu les gardiens le frustrer sur de très bons lancers. Voilà Flatley maintenant, la passe devant qui a été ratée par Sutter. Il faut dire que la passe était un peu vive, mais quand même, Sutter là, qui était bien posté juste à l'embouchure du filet. Chose certaine, c'est que les Islanders jouent un meilleur match hier soir contre les North Stars du Minnesota qui les ont battus 3-0. Un tir de Sutter. Là, c'est Flatley, le but! Et Roy n'a rien vu là-dessus, Bertrand. Absolument rien. Il ne savait pas du tout où était la rondelle. Un très beau tir du revers du capitaine Brett Sutter. Et là, bien, avec 3 minutes à faire en deuxième période, le Canadien qui avait joué une meilleure deuxième période, pas tellement meilleure, mais on jouait moins mollement devant Roy, mais cette fois-ci, là, on est revenu à des vieilles habitudes de la première période. On a vu Sutter qui a d'abord raté son premier lancer. La rondelle est venue au pied de Schneider. Et Sutter a repris la rondelle lui-même. Et là, il y avait un meilleur lancer dans la partie supérieure. Roy, qui était accroupi dans son style papillon, avec beaucoup de monde devant lui, n'a pas vu grand-chose. Il y a plusieurs joueurs qui étaient susceptibles de toucher à cette rondelle. Alors, les Islanders qui reprennent une avance de 2 buts, mènent 3-1. Courtnall, Carbonneau, McPhee contre Volek, Lafontaine et Wood. Et là, on peut s'attendre à ce que les Islanders soient prudents en fin de deuxième période. Il ne reste que 3 minutes 20 secondes. McBean, la passe à Volek. Volek pour Wood. Voilà son tir. La rondelle a dévié à la droite du filet des Canadiens. Aux prises Lafontaine et Desjardins. C'est Desjardins qui sort avec la rondelle. La remet à Courtnall. La passe à Svoboda. De l'autre côté, c'est à McPhee. McPhee, son tir bloqué par Hackett, qui est venu en collision avec Courtnall, mais ce n'était pas du tout intentionnel. Hackett qui semble avoir été sérieusement ébranlé là-dessus. On peut comprendre la réaction des joueurs des Islanders qui n'ont pas vu de quelle façon ça s'est produit et qui pensent que Courtnall l'a fait intentionnellement. Ils sont venus tout de suite à la défense de leur gardien de but. Et c'est de bonne guerre, évidemment. Oui, parce que quand une chose comme celle-là se produit, on frappe d'abord et on pose des questions ensuite. Parce que le gardien a été frappé durement, mais c'était dans la course de Courtnall. Courtnall qui n'a pu ralentir et qui a frappé le gardien de plein fouet. Il avait aussi été un peu ennuyé par Ricky. On voit Courtnall arriver de l'autre côté. Je pense que Ricky, quand il a touché à Ricky, il a un peu perdu l'équilibre, Courtnall.
De toute façon, le gardien est de retour sur les patins. Et là, il y a un combat qui s'engage. Pendant ce temps, il y a McPhee qui est impliqué et c'est Rickey, je crois. Et là, évidemment, les deux joueurs qui sont tombés rapidement sur la patinoire, ce qui a permis l'intervention des juges de ligne. Sans doute que McPhee a dû dire à Rickey, tu n'avais pas d'affaire à t'attaquer à Courtnall, ce n'était pas intentionnel. D'ailleurs, on a vu Courtnall un peu plus tard aller s'excuser auprès du gardien Jeff Hackett. Et McPhee qui joue avec Courtnall, ça doit de protéger son joueur aussi. Et dans n'importe quelle épreuve de force, comme on vient de voir, parce que c'était plus une prise de lutte qu'un combat de boxe, vous pouvez parier sur les chances de McPhee de renverser l'autre. C'est un ours, ce gars-là. Alors l'ours et son adversaire retournent à leur vestiaire respectif, pendant que Pat Burns regarde tout ça, n'a pas l'air particulièrement heureux. On pourrait peut-être faire rappeler le dernier but, puisque Sutter, son 15e, c'était sur des passes de Flatley et King. Et Flatley a participé aux 3 buts, 1 but, 2 passes, et King, lui, a 3 mentions d'assistance. Un trio qui fait très bien, effectivement, chez les Islanders ce soir, comme celui des jeunes. On a vu Berg et Parks. Là. Alors, on va regarder comment ça s'est produit, toute cette altercation. Là, c'est Courtnall qui a adressé quelques reproches, je pense, à Rickey, et McPhee tout de suite qui a décidé de venir à la défense de son coéquipier. On m'avait prévenu que le jeune King jouait du meilleur hockey offensif depuis un certain temps. Et je pense qu'il a été relancé, ce gars-là, par la soirée de 4 buts qu'il a connue contre les Nordiques de Québec la semaine dernière, parce qu'avant ça, il traversait une léthargie de 18 parties. Et depuis qu'il a marqué ses 4 buts contre les Nordiques, il est nettement plus à l'aise. Et ce soir, il a préparé les 3 buts des Islanders. Alors, Courtnall qui retourne au banc des joueurs. On l'a dit à plusieurs reprises. Sans aucun doute, le meilleur joueur des Canadiens à l'attaque ce soir. On indique qu'il a 19 passes depuis le début de la saison. C'est le plus fort total, effectivement, chez les Canadiens. Il a aussi 13 buts. Un total de 32 points. Il a rejoint Stéphane Richer en 2e place chez les marqueurs. Il y a quelque chose d'intéressant dans Courtnall pendant qu'on a le temps. Comment vient-on à patiner aussi rapidement? Courtnall, lui, sa première paire de patins, ses parents n'étaient pas riches. Sa première paire de patins, c'était les patins de sa sœur. Et c'était des patins de patinage artistique. Il a commencé son patinage en faisant du patinage artistique. Ensuite, il a hérité des patins de son grand frère. Mais il a dit qu'il avait surtout pris des leçons de power skating. Ça ne se traduit pas, patinage de puissance, durant l'été. Et il recommande ça aux jeunes de prendre des cours comme ça, sans bâton. Apparemment que ça forme les jambes davantage quand on patine sans bâton. En tout cas, ça l'a certainement très bien servi, lui. Là, c'est Savard, à sa façon habituelle, avec toutes sortes de... Simagré, il finalement se rend jusqu'au gardien. Son tir du revers qui a été bloqué par... Ce Jeff Hackett a très bien fait ce soir, Bertrand. Oui. Il joue un très, très bon match. Savard n'est pas content parce qu'il n'y a rien qui fonctionne. Pour revenir à Courtnall, on a pensé certains soirs qu'il avait effectivement l'air d'un patineur de fantaisie, mais maintenant, il en fait beaucoup plus pour le Canadien. Lui aussi, il est capable d'en faire de la fantaisie. Puis ça, là, ça manque dans le style de Savard parce que c'est ça qu'il faisait à Chicago. Et hier, Richard, il a déposé une douzaine de rondelles sur la glace dans le grand cercle rouge près du gardien de but. Et avec une autre rondelle, il s'amusait à contourner tous les disques sans leur toucher, la tête haute. Alors, il essaie tout simplement de reprendre les habitudes qu'il a laissées tomber parce que, justement, il a perdu confiance dans son jeu. Moi, j'ai l'impression que ça va revenir parce qu'il y met encore un peu plus d'ardeur durant les exercices. Il a tout le talent, en tout cas. C'est une longue adaptation, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il a tellement de talent, Bertrand, qu'il faudra... Ça va finir par ressortir. Ce sont les manœuvres là, qui soulevaient la foule du Chicago Stadium qu'on voudrait lui voir répéter, mais je pense que ça s'en vient. Là, une rondelle qui a dévié sur 2 bâtons jusqu'à Desjardins. La passe à Corson. Le relais à Keane, maintenant devant Norton. À Daigneault. Daigneault qui s'approche. Le tir du revers bloqué par Hackett. La rondelle est toujours en jeu. Et là, il y a un joueur qui a fait une chute. Je pense que c'est Brent Sutter, oui, qui a réussi à immobiliser. Donc, on reprendra à la gauche du filet des Islanders pendant qu'on aperçoit Brent Sutter qui est devenu un vétéran avec ces Islanders. Je pense que c'est le plus ancien joueur des Islanders. Il a gagné 2 Coupes Stanley avec eux. C'est un gars, quelle saison il connaît encore. C'est son 15e but qu'il vient de réussir.
Et puis, ça a été un premier choix en 1980. Alors, comme je le disais un peu plus tôt, si jamais, vers la date limite là, des échanges en mars, si jamais les Islanders sont éliminés de la course au championnat, il ne faudra pas écarter l'idée qu'ils soient échangés de façon à aller chercher un ou deux bons jeunes qui pourraient aider les Islanders dans l'avenir. Il a connu une belle carrière avec eux. Ça a été un des bons sauteurs. On sait qu'il y en a eu 6 dans la Ligue nationale. Ça a été un des très bons. Il en reste 3 qui sont toujours actifs. Si on exclut évidemment Brian, qui est l'entraîneur des Blues de Saint-Louis, qui a été le premier et le plus âgé. C'est l'aîné des frères Sutter. Lui aussi, il a été très bon comme joueur. Hein? Excellent. Capitaine. Extrêmement agressif aussi. De Savard à Corson pour Richer, mais la rondelle s'est rendue jusqu'à Hackett, qui l'a gardé dans son gant. Et il y aura pénalité. On a retenu qui est le joueur coupable. Est-ce que c'est Pilon? Attendons voir. Oui, c'est Rich Pilon qui sera chassé. Donc, avec 1 minute 29 à faire en deuxième période, ça donne un avantage numérique aux Canadiens pendant qu'on aperçoit Mr. Magoo. Très détendu, qui fait des bulles avec sa gomme. Et ça nous donne une idée de ce que la Ligue nationale pense d'un match comme ce soir. On sait que ça va être un match tranquille quand on envoie un arbitre recru. Alors, il n'est pas dans le trouble. Il y a une soirée facile. C'est comme ça que la Ligue nationale avait prévu ça et c'est pour ça qu'il est ici. On va rarement envoyer un arbitre comme lui dans la bataille de l'Alberta entre Edmonton et Calgary ou encore faire un match clé canadien-nordique dans une fin de calendrier où le match pourrait avoir une signification pour une ou l'autre des deux équipes. On ne verra pas ce genre d'arbitre-là. Avec un nom comme celui-là, il a dû se faire la blague assez souvent. Mr. Magoo, c'est un personnage de bande dessinée qui ne voyait pas clair. Alors, sans doute que certains soirs, on le lui rappelle. Très certainement. Alors, Corson, Richer, Savard, Schneider et Desjardins. Avantage numérique canadien. La Corson derrière à Desjardins. Schneider avait quitté son poste au point d'appui à gauche. Là, c'est Corson maintenant à Savard. Pour Corson, personne devant le filet. Tous les joueurs sont du côté droit. La feinte de Savard, la passe à Schneider. Voilà son tir. Oh! La rondelle qui Hackett avait perdu de vue, mais qui est passée tout juste à sa droite. Savard à Schneider, autre tir, cette fois-ci bloqué en défense. Le retour à Savard. Derrière à Schneider. À Savard, il reste 58 secondes à faire en deuxième période. Le tir de Savard, bloqué par Ludwig. Retour à Savard. La feinte. Un autre tir. La rondelle a dévié sur Ludwig encore une fois. Et elle est revenue à Savard. Pour la troisième fois, la passe à Richer, à Savard qui fait dévier jusqu'à Schneider. Pour Savard, la passe de Schneider là était molle et ça a failli jouer un vilain tour aux Canadiens. Martin retenu par Corson. Là, le dégagement qui n'a pu être complété par Volek. Et pendant tout ce temps-là, il n'y a pas beaucoup de tirs au but. Et voilà un dégagement des Islanders avec encore 20 secondes à faire en deuxième période. Éric Desjardins maintenant pour Corson, mais c'était beaucoup trop long. Et c'est Norton tout de suite qui en profite et qui a accroché Corson sous les yeux de Mr. Magoo, mais il a décidé de ne pas réagir. Alors, il a ressemblé au gars des bandes dessinées, là. Et c'est la fin de ce deuxième engagement avec ce dernier tir de Corson. Et quand commencera la deuxième période, il restera encore 31 secondes à la pénalité à Rich Pilon des Islanders. Alors, n'eût été du but marqué par Sutter qui va peut-être faire mal aux Canadiens. Le Canadien, dans l'ensemble, avait connu une meilleure deuxième période, mais je peux dire que Al Harbour est soulagé de quitter la glace après 40 minutes de jeu avec une priorité de 2 buts. Alors, Schneider a marqué son 7e but de la saison à 5,46 durant un avantage numérique sur des passes de Courtnall et Desjardins. Et puis Sutter, son 15e, assisté de Flatley et King à 16-19. Le Canadien qui a lancé 13 fois comparativement à 6 par les Islanders. Et la marque après 2 périodes de jeu est Islanders 3, Canadiens 1. Avec une belle coupe de cheveux. On se sent bien, hein? Mais avec la couleur qu'on aime, on se sent bien mieux. La couleur Nice and Easy. Vous choisissez votre nuance, un peu plus pâle, un peu plus foncé. Vous faites un shampoing, puis ça y est. C'est une sensation revitalisante. C'est vous et en même temps, c'est mieux.
C'est ça, la différence Nice and Easy. C'est vous en mieux. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pendant la nuit, la mort a frappé en silence. Maintenant, il faut effacer toutes les traces. Celle du crime, celle de la folie, celle de l'innocence. Si c'est vrai que je t'ai tué, c'était par accident, je te le jure. La peur s'installe pour ne plus lâcher prise. Suspense inquiétant. Angoisse grandissante. Jane Fonda, Jeff Bridges, le lendemain du crime. Dimanche, 21h. La vie, oh ouais. L'amour, toujours. Viens et fête avec nous. Jamaïque. La Jamaïque qui chante. L'amour. La Jamaïque souriante. La vie. C'est chaud. Ça, c'est la Jamaïque des tropiques. Viens-t'en. Viens et fête avec nous. Jamaïque. Ma musique Jamaïque. Un rêve. Fantastique Jamaïque. Un monde. C'est beau. Ça, c'est la Jamaïque qui t'invite. Viens-t'en. Viens et fête avec nous. Jamaïque. La Jamaïque qui chante. L'amour. La Jamaïque souriante. La vie. Viens-t'en donc. Appelez votre agent de voyage ou faites le 1-800-JAMAICA. Yaman. Rira bien. Se payer la tête des autres, c'est bon pour de morale. Ça vous secoue les puces et en plus, ça vous brasse le canadien. Ah oui, vas-y, mon frère, à ton tour. Mais êtes-vous au moins membre en règle de l'Union des artistes? Dérange-moi pas, là, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a, tu m'énerves? Il y a que c'est si drôle que vous en perdrez votre latin. Amunga, allez, Jack the East. Blague férocement amusante, imitation tordante. Rira bien. Dimanche, 19h. Belle Roxane, laissez-moi agripper mon journal et vous parler du tout nouveau jeu provincial. Je vais lire tout haut les 22 numéros, vérifier le billet pour toucher le gros lot. 6, 7, 8... Hélas, non. 5, 6, 7... 1, 7, 6, 4, 5, 3, 8... Roxane, vous serais-je offensé? Non, non, montez! On a gagné! Le nouveau provincial. Maintenant, 22 numéros gagnants chaque semaine. N'attendez pas drôle de vidéo pour sourire. Souriez maintenant. Il y a peut-être une caméra en train de vous filmer. Drôle de vidéo, vendredi, 19h. Après deux périodes, le pointage est maintenant de 3-1 en faveur des Islanders de New York. Docteur Raymond, l'histoire de Gerald the Duck, ça n'a rien à voir finalement avec le cas Brian Hayward. C'est pas du tout pareil, Pierre. Brian Hayward avait une clause qui... on ne pouvait pas le retourner dans les ligues mineures, tandis que Gerald the Duck, on peut le céder aux mineurs avec un salaire qui est différent. Ce qui veut dire que Serge Savard peut décider demain matin qu'il retourne the Duck à Fredericton et M. the Duck, où il y va, ou il reste à Montréal sans salaire. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Serge Savard, lui, serait peut-être préférable à l'idée de l'envoyer à Fredericton parce qu'il est déjà dur à échanger, lui, the Duck. Alors, à Fredericton, il va continuer de jouer, il va garder sa forme physique, mais il y a un autre hic. Je suis pas certain qu'à Fredericton, on est intéressé de voir arriver un défenseur qui va être sur les talons, qui ne sera pas du tout intéressé de jouer. Paulin Bordelot, à l'heure actuelle, a une bonne petite équipe, des défenseurs qui veulent travailler. Quand on arrive avec un gars comme ça dans le décor, c'est pas bon pour l'esprit d'équipe du tout. Alors, il serait intéressant de voir ce qu'on va faire avec le code des Ducks. J'ai comme l'impression que Serge Savard, qui vient de terminer le meeting avec les directeurs gérants, a dû l'offrir à peu près à tout le monde. Reste à savoir si quelqu'un l'a pris. Et Pierre, je pense qu'il l'avait offert peut-être aux 2/3 des équipes avant le meeting des directeurs généraux à Phoenix. Personne ne s'était montré tellement intéressé. Donc, sa valeur marchande n'est pas tellement élevée. Puis je doute qu'elle soit meilleure depuis qu'il est sorti de la formation du Canadien. Avec des Ducks et avec d'autres, Pat Burns a joué pas mal à la chaise musicale depuis quelque temps. Mais là, il avance une idée qui, en apparence, du moins, en tout cas, m'apparaît intéressante. Bien, elle est intéressante, puis j'espère que Pat Burns va pousser ça un peu plus loin. Lui, il serait en faveur d'avoir dans le vestiaire un joueur pour prendre la relève dans le courant d'un match.
Donc, il aurait un joueur dont il devrait spécifier le nom sur sa liste avant le match. Et si Burns s'aperçoit qu'un soir, Stéphane Richer n'est pas dans son assiette, il le remplace après la première période par un jeune qui peut jouer. Ou n'importe qui d'autre. Ou n'importe qui d'autre. S'il est au Spectrum de Philadelphie, puis il s'attendait pas à un match tellement robuste parce que, bon, le goon de l'autre côté n'était pas en uniforme ce soir-là, mais que Paul Holmgren se décide quand même à jouer un match très dur, après la première période, il peut remplacer un petit joueur par un gars costaud, par un bagarreur. Alors, c'est une idée que Burns devrait soumettre à Serge Savard, et c'est justement dans des meetings comme ceux que Savard assiste à l'heure actuelle que cette affaire-là peut aller de l'avant. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être des entraîneurs qui vont être d'accord avec ça parce que ça donne plus de latitude à l'entraîneur. Ça veut dire qu'à tous les soirs, les joueurs sont obligés d'y aller à la planche jusqu'à la fin s'ils ne veulent pas être remplacés. C'est plutôt gênant d'être remplacé durant un match. Et ça veut dire que l'entraîneur peut aussi lui-même y aller d'un peu plus de stratégie dans une partie. Et je pense que tous les coachs vont aimer ça. Après le frappeur désigné, on a maintenant le joueur désigné. Ce serait le joueur désigné? C'est comme ça que Burns l'appelle? Oui. En une trentaine de secondes, Bertrand, le cas Lafleur a suscité encore pas mal de discussions en ce qui concerne le match des étoiles. On discute de nouvelles formules au niveau des directeurs gérants. Irais-tu jusqu'à dire qu'on devrait carrément abolir le vote du public qui finalement devient un concours de popularité, point? Moi, Pierre, je me demande jusqu'à quel point le public est intéressé. Peut-être dans 2 ou 3 villes de la Ligue nationale, on vote généreusement puis on le fait de bon cœur. Mais ici, au Québec, et dans plusieurs autres villes, on a été témoin de ça, on va remettre le billet de vote aux spectateurs dans les gradins. On va le récolter 5 minutes après pour être certain que le spectateur ne le jette pas par terre. Je pense pas que ça soit une politique. Je pense pas que les gens soient affamés. Les gens, ils veulent avoir une partie d'étoiles. Ils veulent avoir les gars les plus populaires, comme ça s'est produit dans le cas de Lafleur. Mais je pense pas que le public lui-même soit vraiment intéressé à voter. Il vient d'avoir un vote pour une pause publicitaire, Bertrand. Ça fait qu'il faut s'arrêter. Vous écoutez le hockey Molson au réseau TVA. Je suis malade, complètement malade. La maladie, l'usure des pièces d'origine. Le traitement, les pièces Motomaster. Les pièces de rechange les plus vendues au Canada, offertes chez Canadian Tire. Pour démarrer le matin, les Canadiens choisissent plus souvent les batteries Motomaster que les Die Hard, les Delco ou même ceux-ci. Motomaster, la marque de batterie de rechange la plus vendue au Canada. Motomaster, du solidement garanti, vendu chez Canadian Tire. Ça peut paraître spécial, mais la journée idéale commence par un survol matinal. Avouez que d'ici, nous sommes les mieux placés pour pouvoir vous transmettre tout ce que vous devez savoir, et dès les premières lueurs du jour. Et si la météo n'est pas au beau fixe, l'atmosphère en studio l'était assurément. Les nuages se dissipent toujours pour dévoiler tout ce qui se passe dans les journaux. Un coup d'œil rêvé pour surveiller les caprices quotidiens de la circulation. Ou attraper au vol des nouvelles de partout. Salut, bonjour. Du lundi au vendredi, 6 heures. À cette époque, point de confort moderne, ni de téléviseur. À l'écran de leur quotidien, des drames, des bonheurs et des émotions plus vraies, plus fortes. Une vie différente, plus près des sources, du cœur, où se cachent les passions dévorantes, les déceptions amères et le tourbillon vibrant des amours secrets. Douce nostalgie du passé, attachant personnage, feuilleter une histoire d'antan jamais démodée, toujours fascinante. Cette époque, c'est celle d'Entre chiens et loups, lundi 19h. Enfin, une tradition à conserver. Les 50 titres d'or du folklore avec Clément Grenier. Oscar Tifo. La compagnie des parapluies est virée. Gilles Gosselin. Mademoiselle, voulez-vous danser la bastringue, la bastringue? Jeanne d'Arc Charlebois. Arthur Lavoie. Denis Côté. Pour obtenir dès maintenant les 50 titres d'or du folklore en 3 cassettes. Appelez au 1-514-790-6633 ou postez un chèque certifié au mandat poste au montant total de 26,95 à l'adresse suivante. Casse postale 1616, succursale C Montréal, HDL 4K6. Prévoyez 2,50 $ pour commande payable sur livraison. Le premier se croyait invincible. Et l'autre croyait savoir voler. Ils se trompaient tous les deux.
Steven Seagal et John Hatcher, désignés pour mourir. À l'affiche dès vendredi dans un cinéma Cinéplex Odéon près de chez vous. Alors, après 2 périodes au Forum, on vous rappelle que les Islanders mènent 3-1 sur le Canadien. Et ailleurs dans la Ligue nationale ce soir, les Rangers de New York sont en quête d'une 5e victoire de suite, alors qu'ils sont les hôtes des Blues de Saint-Louis au Madison Square Garden. Si les Rangers l'emportent, ils rejoindront les Blackhawks de Chicago au premier rang du classement cumulatif de la Ligue nationale. Ce sont cependant les Blues qui ont été les premiers à marquer en première période une passe parfaite de Bob Basson à Rob Brandamour, et c'est 1-0 pour les Blues. Et quelques secondes plus tard seulement, Ron Wilson, derrière le but, va faire une passe parfaite à Brett Hull qui est bien posté devant le gardien Mike Richter. Son 44e but en 43 matchs et les Blues qui prennent les devants 2-0. Maintenant, en deuxième, il y a Herb Raglan des Blues qui a goûté à la médecine du défenseur Normand Rochefort. Bon, on ne le verra pas, mais quoi qu'il en soit, Raglan a été blessé. Il a dû quitter la patinoire. Maintenant, on aperçoit que dans l'autre match à l'affiche officielle, c'est 2-2 entre les Oilers et les Red Wings. C'est en deuxième période. Maintenant, il y a un match hors concours également à Winnipeg. On va voir un but de Danton Cole des Jets qui donnait les devants 1-0 sur l'Armée rouge. Mais l'Armée rouge vient de marquer 4 buts sans riposte, de sorte qu'après une période de jeu, l'Armée rouge mène 4-1 sur les Jets. Et après la pause, on vous revient avec les meilleurs jeux de la deuxième période entre le Canadien et les Islanders. Et entre-temps, on vous rappelle qu'en direct du Forum, vous regardez le Hockey Molson à TVA. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de savoir quel ordinateur est le plus performant. Non, c'est simple. C'est celui qui a le plus de mémoire, de mégahertz, de MIPS, quoi. Non, je crois pas, non. Je pense que le plus performant, c'est celui que les gens préfèrent utiliser. Macintosh a le pouvoir de changer votre façon de voir les ordinateurs. C'est pas correct de les comparer. Le monde aime se servir du Mac. Chez Apple, nous avons utilisé quelques-unes des technologies les plus avancées au monde pour vous offrir l'une des technologies les plus abordables au monde. Voici le plus abordable des ordinateurs couleur Macintosh. Et le plus abordable des Macintosh 2. Désormais, vous n'avez plus aucune raison de ne pas aborder le sujet. Elle nous lance des défis, elle change de grandeur et devient encore plus belle quand on y met du cœur. C'est la vie, on est dans le feu de l'action. Oui, dans tout ce qu'on fait, on se donne à fond. C'est la vie, tout est en mouvement. C'est la vie d'action que l'on aime. C'est la vie. Ah, c'est la vie. Parfois on sourit, parfois on pleure. Mais toujours le monde est bien plus beau quand ça passe par le cœur. Oui, c'est la vie. Un jour, c'est la tristesse, un jour, c'est la joie. Mais tout est plus joli quand, en toute chose, on laisse chanter ce qu'il y a au fond de soi. C'est celle qui coule dans mes veines. Elle me séduit, elle me plaît. C'est la vie d'émotion. C'est la vie. Quoi de mieux qu'un bon grand rire sans gras, sans cholestérol? C'est la vie. Il paraît que les bienfaits croissent avec l'usage. C'est la vie. Ça déstresse, ça énergise, ça dépollue l'atmosphère. C'est la vie, à prendre avec un grain de sel. Elle est trop grande, elle est trop belle pour la prendre au sérieux. C'est la vie, pour la santé, y a rien de mieux. Pour la santé, y a rien de mieux. Ha! C'est la vie d'humour que j'aime. C'est la vie. Tant de choses me passionnent. C'est la vie. Je veux tout savoir, tout connaître. Je veux être moi-même, faire ce dont j'ai envie. Aujourd'hui, c'est la vie, elle a la couleur du temps, la grandeur de mes rêves, de mes ambitions. C'est la vie, satisfaction, c'est ma vie, ma passion. C'est la vie.
Nous allons maintenant revoir les deux buts marqués au deuxième 20. D'abord celui de Mathieu Schneider, son 7e, mais nous allons regarder le travail de Benoît Brunet devant le filet. Voilà le disque qui vient de pénétrer après ce tir décoché de la pointe. Ensuite, le but des Islanders, le 3e de l'équipe new-yorkaise, celui de Brent Sutter qui contourne le filet avec à sa poursuite Donald Dufresne. Sutter ramène le disque devant le but et il récupéra la rondelle qui a été touchée par King et marque ensuite à la gauche de Patrick Roy. C'était 3-1. Voici ici le travail de Denis Savard qui parvient à attirer vers lui les défenseurs des Highlanders, fait demi-tour et remarquez bien la chance qui s'ouvre à lui dans l'enclave, mais malheureusement, son tir est bloqué par le gardien Jeff Hackett. Tout est maintenant prêt pour la troisième période. Voici Richard Garneau et Bertrand Raymond.